Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons l'enseignement de la transition dans les écoles d'architecture. À l'École nationale supérieure d'architecture, l'ENSA de Nancy, se déroulaient les 23 et 24 novembre 2018 les deuxièmes rencontres nationales du réseau ENSA ECO. Nous y étions avec Isabelle Phalippon-Robert, chef du bureau des enseignements au service de l'architecture du ministère de la Culture. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Ambiance plutôt festive ce soir à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy pour ces rencontres dédiées à la transition écologique. Format particulier aussi d'émissions vont défiler les gens qui viennent nous voir durant cette soirée pour s'exprimer au micro de Durablement Vôtre. On va commencer avec vous, Isabelle Phalippon-Robert. Bonjour. Bonsoir. Ou plutôt bonsoir, vous avez raison. Isabelle Phalippon-Robert, vous êtes chef du bureau des enseignements au service de l'architecture au ministère de la Culture. J'ai tout dit. Oui, c'est exact. Première question, pour qui ces rencontres de la transition? Pourquoi ces rencontres de la transition? Et puis concrètement, en quoi consistent-elles? Alors, les rencontres de la transition écologique s'inscrivent dans la stratégie nationale pour l'architecture qui date de 2015 et qui a fait le constat que les écoles devaient s'adapter aussi à une contrainte qui aujourd'hui devient une nécessité. Chaque jour dans la presse, tous les sujets aujourd'hui de société, d'économie sont impactés par cette transition écologique. Nous le sommes aussi à titre individuel parce qu'elle implique des changements de comportement. Et l'actualité très récente nous montre qu'il y a encore des questions que ce changement de comportement nécessite pour chacun beaucoup de communication. Vous faites référence à quels événements? Les Gilets jaunes, je crois. Voilà. Ça, c'est une analyse. Vous parlez de nécessité, Isabelle Phalippon-Robert. Vous avez le sentiment que tous nos concitoyens partagent ce ressenti de nécessité? Est-ce qu'il n'y a pas encore aujourd'hui une part importante de nos concitoyens, y compris d'ailleurs des élus à tous les échelons, qui considèrent que le changement climatique, c'est un délire de scientifiques, que les choses peuvent aller éternellement sans changement précisément, et que le développement durable est souvent confondu avec une croissance permanente? Je crois que la prise de conscience est générale, qu'elle soit tant au niveau des citoyens que des élus. Mais je crois qu'on est tous égaux face au changement et que c'est toujours une période difficile de remise en cause, à la fois des entreprises, mais aussi de nos comportements personnels. Qu'est-ce que ça implique pour des écoles d'architecture? Il y en a une vingtaine, il y en a 20 précisément aujourd'hui en France qui sont sous votre tutelle au ministère de la Culture. Isabelle Phalippon-Robert, qu'est-ce que ça implique pour les écoles? On pourrait imaginer qu'après tout, voilà, on décide d'enseigner dorénavant la transition, et puis c'est beaucoup trop simple, évidemment. Alors, les écoles d'architecture, en fait, l'essentiel de la pédagogie repose sur le projet, l'apprentissage du projet. C'est-à-dire que l'étudiant est mis en situation professionnelle, donc autour d'un projet, et autour à des matières contributives. Alors ces matières contributives, elles sont telles que la sociologie, l'histoire, la maquette numérique, aujourd'hui aussi indispensable, parce qu'il y a aussi cette transition-là à gérer dans les établissements. Et donc on se rend compte que les étudiants, d'ailleurs eux-mêmes, sont très demandeurs à côté, dans leur projet, de pouvoir mettre leur projet, pouvoir tester la réalité. Donc, et c'est ce que montre le réseau Transition, c'est d'essayer à côté de la théorie, à côté du projet qui est construit, souvent de manière un peu théorique, que l'étudiant puisse aussi construire, fabriquer aussi. C'est ça, c'est en même temps la théorie et en même temps la fabrication pratique sur le terrain à l'échelle 1. Le en même temps, j'imagine, n'est pas un hasard. Qu'est-ce que ça implique concrètement, précisément sur le terrain, à la fois pour les enseignants,
mais aussi pour les étudiants que d'aller vers cette transition précisément? Alors, c'est-à-dire que c'est intégré dans les enseignements un certain nombre de d'abord une réglementation, mais aussi faire changer les comportements, parce que vous savez aussi que les écoles d'architecture, les étudiants travaillent beaucoup sur la connaissance des usages, donc il y a aussi tout ce travail sur les usages. Donc il y a à la fois le travail sur les matériaux. Quels sont les matériaux qui aujourd'hui sont plutôt à privilégier? Et c'est vrai, quand on regarde autour de nous, on voit apparaître beaucoup de structures bois. Et c'est une filière qui va être aussi, comme vous le savez, remise en valeur. Donc voilà, c'est vraiment un travail sur des matériaux plus écologiques et aussi sur une approche des usages qui doit évoluer. On est aujourd'hui en 2018, Isabelle Phalippon-Robert. Est-ce qu'on n'a pas attendu un peu trop longtemps pour s'y mettre? Vous parlez des écomatériaux, des matériaux biosourcés. On sait que nos voisins, on n'est pas très loin de l'Allemagne, nous sommes à Nancy, ont de l'avance par rapport à ça. Est-ce qu'il n'était pas temps de s'y mettre finalement, et puis pourquoi avoir attendu 2018? Je crois que c'est ce que je vous dis, c'est cette résistance au changement. Je pense qu'il y avait une prise de conscience. La prise de conscience, elle existe déjà depuis plusieurs années, puisque la COP21 a été au moment déclencheur à l'automne 2015. La COP a été vraiment, je pense, un élément déclencheur, en tout cas en France. Alors, évidemment, la citation, la référence à la COP21 me fait penser à la distance entre les déclarations et les réalisations sur le terrain. Est-ce qu'on peut espérer de la part des écoles d'architecture qu'elles se mettent très sérieusement à la transition à partir de maintenant? C'est ce que nous l'encourageons, puisque le ministère apporte aussi son soutien à ce réseau. Il est très fortement encouragé. Et donc nous pensons que normalement le réseau qui existe maintenant depuis 2 ans devrait porter ses fruits. Et la journée d'aujourd'hui a montré que des solutions pratiques ont été évoquées. Et c'est aussi tout l'intérêt qu'on ait des représentants des 20 écoles. Des représentants qui portent le réseau et puis des relais après au moment de ces séminaires, de ces rencontres qui sont élargies à des étudiants et à d'autres enseignants. Alors ces rencontres se sont déroulées à Nancy les 23 et 24 novembre à travers une série de tables rondes, de conférences. Qu'est-ce qu'il en ressort pour vous? Vous avez participé, j'imagine, à ces rencontres, bien sûr, Isabelle Phalippon-Robert. Quelles sont les thématiques qui ont été abordées et dans quelle direction va-t-on? Alors, le réseau est à la fois souhaite être créateur d'innovation pédagogique. Alors, comme je vous le disais, par cette approche du matériau direct par les étudiants, mais aussi par une recherche sur les matériaux, toujours, effectivement, pour pouvoir proposer des solutions aussi aux industriels, c'est important, pour apporter des solutions alternatives. Et donc là, la recherche est très importante. Donc, à la fois des questions de pédagogie, des questions de recherche, mais aussi des questions d'éthique. Parce que les étudiants aussi, il faut les sensibiliser, même si, et on le constatait, que les étudiants, même de première année, sont de plus en plus sensibles à ces questions de transition écologique. Est-ce que ça veut dire, Isabelle Phalippon-Robert, qu'il y a aujourd'hui un changement de paradigme qui est en train de s'opérer dans les écoles, avec peut-être d'ailleurs une distance entre les jeunes étudiants qui arrivent, qui sont peut-être plus sensibilisés, et puis alors une génération un peu peut-être plus avancée d'enseignants qui sont encore, pardonnez-moi l'expression, mais de l'ancienne école? Je crois que, je vous dis, la prise de conscience est générale. Maintenant, c'est la mise en œuvre. On est dans cette phase de mise en œuvre, évidemment, qui prendra du temps, parce qu'il y a aussi des questions de formation continue. On a aussi parlé de formation continue des enseignants et aussi tout le personnel. On pense que c'est aussi important d'associer les personnels administratifs aussi qui travaillent dans les établissements. Il faut emporter tout le monde. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, au plan national, on sent bien qu'il faut emmener tout le monde, mais au niveau d'une école, mais aussi, il faut emmener tout le monde. Quand on parle de transition, c'est par définition une phase transitoire vers un développement durable. Pour vous, et ce sera ma dernière question, Isabelle Phalippon-Robert, pour vous, on verra le bout de ce tunnel de transition pour s'installer définitivement dans un développement durable sous quelles échéances?
Écoutez, on espère 2 ans, on espère que dans 3 ans, on aura des résultats concrets. Ah oui, là c'est vraiment ambitieux. Ah oui, mais parce que les écoles sont... vous allez voir, je pense, tous les enseignants que vous allez interviewer, on est en marche. Et les enseignants qui sont là aujourd'hui pour ces rencontres, ce sont des gens qui s'intéressent particulièrement à la transition, ou est-ce que ce sont des généralistes ou des spécialistes de chacun dans leur domaine, de l'ensemble des écoles? Alors, nous essayons justement d'avoir recours à un panel assez large. Et leur mission, c'est aussi ça, c'est que dans les établissements, ils ont un rôle aussi de relais. Voilà. Merci infiniment. On va vous laisser retourner à la soirée. Merci beaucoup. Déjà bien Je vous entamée. remercie en tout cas de m'avoir reçu ce soir. Approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. Dans quelques instants, mes 2 jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes, des mots de tête pour les charlatans, des jeux de mots pour les artistes, des mots d'amour pour les amants, des mots d'amour pour les copieurs, des mots pour mots pour les cafeteurs, des mots savants pour les emmerdeurs, des mobilettes pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots rues pour les poissonniers et des mots jetés pour les pas bien beaux. Des mots perdus pour les paumés, des mots en l'air pour les oiseaux, des mots de passe pour les méfiants et des mots clés pour les prisonniers, des mots pour rire pour les enfants, des mots tabous pour le taboulet. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots croisés pour les retraités et des petits mots pour les béguins. Des mots d'ordre pour les ordonnés, des mots fléchés pour les Indiens, des momies pour les pyramides, des demi-mots pour les demi-portions, des mots courants pour les rapides et le mot de la fin pour la chanson. Nous sommes toujours à l'École nationale supérieure d'architecture à l'occasion des rencontres de Nancy. Les 23 et 24 novembre, il est question de transition écologique et de mesures basculantes pour enseigner ces mutations. Ambiance plutôt détendue après des journées de travail. Loïc Debasse, vous êtes enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne, c'est à Rennes. Le discours qu'on vient d'entendre d'Isabelle Phalippon-Robert, moi j'ai l'impression que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Est-ce que cette prise de conscience de la nécessité de la transition est partagée, selon vous, par l'ensemble du corps enseignant? Évidemment non. Il faut imaginer que... C'est quand même bien ce qui me semble. Ouais, c'est ça. Il faut imaginer qu'une école se renouvelle 2 fois moins vite qu'une génération. C'est-à-dire qu'un enseignant qui rentre dans une école, il reste à peu près 40 ans, alors qu'une génération, c'est tous les 25 ans. Et donc on est encore sur un héritage d'une posture proche de 68, avec des questionnements tout à fait louables sur la place de l'architecte, l'implication dans la société, mais avec une vision qui reste encore restrictive. Et on va dire que la question de la transition écologique rentre par la fenêtre dans les écoles, par des mobilisations plus individuelles. On pourrait presque parler de marginalité de la part d'enseignants qui, par leur propre chemin, et non pas par le cursus classique, viennent délivrer une attente qui, elle, au contraire, est très très forte de la part des étudiants. C'est-à-dire qu'on vit un peu un décalage extrême
entre des étudiants qui poussent, qui viennent à l'école d'architecture, pas forcément pour concevoir, mais pour agir avec cette implication forte sur l'écologie. Ça veut dire quoi, Loïc Daubat? Ça veut dire que, d'une certaine manière, on peut imaginer que les étudiants ont presque une espèce de déception à l'égard de l'enseignement qu'ils reçoivent aujourd'hui dans les écoles d'architecture? Au-delà même de déception, on arrive même à les hypnotiser pour qu'ils oublient leur motivation première. C'est quand même incroyable, hein. C'est-à-dire que la force de l'enseignement tel qu'il est, sa puissance dans la manière dont il est structuré, arrive à annihiler les motivations premières de la part des étudiants. Et on a pu en discuter nous, avec quelques étudiants, c'est à partir de la 3e, 4e année qu'ils disent « Ah oui, c'est vrai, je suis venu pour ça ». Mais alors, qu'est-ce que les écoles d'architecture attendent pour entrer elles-mêmes en transition, finalement? Parce que, si je vous comprends bien, Loïc Daubat, aujourd'hui, on a l'impression d'assister à une espèce de... Vous parliez tout à l'heure d'éléments marginaux. On a aussi encore dans beaucoup d'entreprises les responsables RSE, responsabilité sociale des entreprises, ou les responsables QSE, qualité sécurité, environnement, qui sont un peu le monsieur environnement. C'est un peu votre rôle aujourd'hui dans ces écoles. Vous tentez aujourd'hui de vous mettre en réseau pour faire avancer les choses, mais ça reste très marginal. La notion de réseau, elle est essentielle. Pour sortir de cette marginalité, pour porter un message partagé par toutes les écoles. Et c'est tout l'intérêt de se retrouver ensemble, c'est de considérer et organiser ce message de telle manière qu'il puisse être entendu et répercuté par tous nos collègues. On a des mobilisations individuelles fortes, on a des enseignements qui ont des orientations sur ces axes-là qui sont évidents, mais on a besoin de le faire partager pour avoir le consensus. Aujourd'hui, on est encore au stade où c'est comme... On peut faire la comparaison avec le bio, par exemple, dans l'agriculture. Le bio, aujourd'hui, il est compris. Il est partagé, le grand public l'attend. Pendant très longtemps, les agriculteurs bio se sont fait moquer d'eux, les conventionnels leur ont dit ça ne marchera jamais, les rendements sont nuls, etc. Quand vous dites les conventionnels, c'est l'agrochimie. L'agrochimie, et donc en architecture, c'est une perception très industrielle de la construction, hors sol, dans un contexte de production sans souci de la ressource. Et toute la question, elle est de passer d'une expérience vécue mais peu partagée, avec un dispositif qui est beaucoup plus intégré. Et moi, j'attends beaucoup de la force des étudiants à nous pousser à l'inscrire de manière beaucoup plus forte dans les écoles. Est-ce que c'est un peu le conflit entre les anciens et les modernes et si oui, qu'est-ce qui fait qu'une école d'architecture a du mal à prendre en compte ces nouveaux éléments de la transition? Ouais. Alors, c'est pas du tout les anciens et les modernes. C'est plus une question de focalisation. On peut avoir une focalisation sur l'architecture en tant qu'outil et même en tant que finalité. On peut avoir une proposition beaucoup plus élargie où l'architecture est un moyen pour participer aux questions de société, pour accueillir des usagers et pour engager aussi dans cette quête de sens des réponses face aux grands enjeux. Et c'est une question de focale. Si la focale elle est courte, elle est sur la production architecturale, sur le vocabulaire architectural, sur le dessin, sur l'image, qui a un dispositif parmi d'autres dans les enseignements, mais il est assez stérile au bout du compte. Il se reproduit lui-même, mais il n'est pas forcément dans cette quête de sens que recherchent les étudiants. Finalement, la transition, c'est une chance pour les écoles d'architecture. Alors moi, je trouve que c'est le meilleur moyen de réconcilier architecture et grand public. C'est le meilleur moyen de remettre un dialogue entre une société et la manière dont on peut imaginer la construire avec elle. Et effectivement, je pense qu'on a pu s'éloigner, on a pu produire des objets, on a pu produire une forme de gymnastique architecturale qui était très éloignée de la compréhension de tout à chacun. Et aujourd'hui, grâce à cette transition écologique, on parle de la même chose. Et vous pensez pouvoir convaincre vos homologues, vos collègues des 20 autres écoles d'architecture pour s'engager dans cette transition? Et si oui, sous quelle échéance? Moi, je pense qu'on n'a même pas besoin de les convaincre si on arrive à rendre lisible la demande des étudiants.
La leur, elle est évidente, elle est sincère. Au-delà même de dessiner, ils veulent être acteurs de la société face aux grands enjeux. Et si on est capable de les entendre et de mettre en place un dispositif pour qu'ils s'expriment, tout le monde aura intérêt à travailler dans ce sens-là. Merci en tout cas, on vous laisse rejoindre la fête, puisque on va aller c'est danser. aussi la fête ce soir à l'École nationale d'architecture de Nancy. Merci Loïc Debat. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Dimitri Toubanos, vous êtes maître de conférence associé à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris Val-de-Seine et animateur du réseau des fameuses écoles d'architecture, le réseau ENSA, éco pour écologie. Travailler en réseau, c'est important lorsque on s'engage comme ça dans les voies de la transition. Absolument, je pense même que c'est central. Et d'ailleurs, à ce titre, il faut que l'on souligne que ce réseau, qui est né en 2016 d'une initiative du ministère de la Culture, que l'on remercie, a en fait des antécédents. Et ces antécédents proviennent de Nancy. Parce qu'en 2006, Dominique Gauzin-Muller et Jean-Claude Bignon ont lancé une journée sur l'enseignement du développement durable qui s'est transformé en un appel, l'appel de Nancy de 2006, et qui en fait est une première forme de réseau avant même que ça s'appelle un réseau de l'enseignement de la transition écologique. Donc on voit aussi une importance de la sémantique, comment est-ce qu'on passe du développement durable à la transition écologique, et cela apporte à la fois une valeur politique, parce qu'on suit aussi des instigations ministérielles, mais également aussi, on voit une profondeur du champ, parce que la transition écologique est plus large que le développement durable. Ça pose plusieurs questions qui, justement, peuvent se retranscrire à l'échelle d'une école d'architecture qui évoque à la fois les questions urbaines, les questions architecturales, les questions des sciences sociales. En quoi la transition est-elle plus large que le développement durable ? Le développement durable, si on prend sa définition et justement la manière selon laquelle il est décomposé, on parle de social, d'économique et d'environnemental. En réalité, dans le milieu de l'architecture, le développement durable a notamment été traduit par les questions environnementales et très particulièrement les questions énergétiques à la suite du premier choc pétrolier et de la première réglementation thermique de 1974. En réalité, cette focalisation sur la thématique énergétique ne permet pas, à mon sens, justement cette ouverture d'esprit que la transition écologique permet de créer. Un autre élément qu'il faut souligner, c'est que ce réseau provient d'une journée d'études, d'une seconde journée d'études. Donc il y a la première à Nancy, donc avec une première forme de réseau. Et en 2015, dans le cadre de la COP21, le ministère de la Culture lance une mission aux écoles d'architecture pour organiser un séminaire inter-école portant sur la transition énergétique. Et donc là, on voit la traduction du développement durable en la question énergétique. Alors, en même temps, Dimitri Toubanos, est-ce que le fait d'aborder les sujets de la transition de manière thématique ne risque pas à nouveau de scléroser finalement cette transition en la saucissonnant ? Justement, c'est exactement ce que j'allais évoquer, c'est que nous, notre parti pris, c'était de ne pas prendre la transition énergétique comme telle, mais d'élargir à la question de l'écologie et à la question de la transition écologique. Parce qu'on considérait que justement, il faut éviter d'aborder la question du développement durable par le biais uniquement de l'énergie. D'où l'importance de la sémantique, l'importance d'un positionnement politique fort par rapport à la transition écologique. Merci Dimitri Toubanos. C'est moi qui vous remercie. Where my red line's at. I picture Frank Lloyd Wright while you think I'm Mike Brady. And engineers devour our work and call us crazy. We got rounded specs, but they ain't for looks. It's from staring at our screens and all those history books. We turn an empty space into a world of possibility, maintaining privacy and tranquility. Graduate from school, about to change the world, but I'm stuck designing thrones with a clockwise swirl. We're architects, with creative flair, redesigning the world, from buildings to chairs. It's a daily grind, but we love what we do. A satisfying job, giving you a better view. Lord of the Elmers and king of scraps, making models out of paper and bottle caps. I'm a master of BIM, making lines with dashes, except I lose my mind if Revit crashes. Green is gold and lead is big. Know the golden triangle and learn your trick. Challenge the formula, push the envelope. Put more glazing over here, that looks really dope. We're architects, with creative flair, redesigning the world, from buildings to chairs. It's a daily grind, but we love what we do. A satisfying
satisfying job giving you a better view. Put the AC in the office just to stay awake. Espresso and Red Bull till I get a stomach ache. With our cotton blazers high, we have a sense of style. But to the rest of the world, we just point and smile. I read code books while I'm on vacation. Take pictures of my latest creation. We wear black and gray with no logos on our threads. So many sleepless nights, we're like the Walking Dead. We're architects, oh, with creative flair, redesigning the world from buildings to chairs. It's a daily grind, but we love what we do. A satisfying job giving you a better view. Got so many scales, might as well call me a fish. Does your lawn look boring? I'll design you a dish. Architects, no, call them Hollywood actors, cause they can't deal with general contractors. Spec book wasn't clear, so I got these RFIs. Clients making changes that we all despise. We got better form than Jordan's jump shot, and designs that function like $1 million yacht. We're architects, oh, with creative flair, redesigning the world from buildings to chairs. It's a daily grind, but we love what we do. A satisfying job giving you a better view. I'm an architect. Oh, you mean like Ted Mosby? Émission d'un format un peu particulier aujourd'hui où nous sommes à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy à l'occasion des rencontres de la transition écologique. Voilà, on accueille des gens à la table qui viennent nous parler de ce qui se passe ici à ces rencontres, à la fois des enseignants, du personnel administratif, des étudiants. Alexia Rio, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en licence 3e année. On a entendu un certain nombre d'intervenants avant vous dire qu'il y avait aujourd'hui une réelle demande de la part des étudiants en matière de transition. Vous partagez ce propos? Ou est-ce que c'est là aussi, un peu comme dans le corps enseignant, c'est une marge qui s'intéresse à ces questions-là? Non, je pense que c'est un intérêt assez général pour l'écologie et pour toutes ces questions qui y sont liées. Pour le coup, très concrètement, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre dans une école d'architecture? Alors, vous êtes en 3e année, donc vous devez avoir une idée assez précise de ce que vous aimeriez précisément que l'on vous apprenne. Mais disons que par rapport aux questions qui seraient liées à l'écologie, c'est vrai qu'on est obligé de faire des démarches assez personnelles. En tout cas, il n'y a que certains professeurs qui s'y intéressent et ce serait peut-être intéressant, enfin ce serait même sûrement très intéressant de pouvoir l'aborder plus généralement dans les enseignements. Très concrètement, quel type de cours, par exemple, vous aimeriez? Qu'est-ce qui ferait que vous vous levez le matin avec enthousiasme en disant « Chouette, je vais suivre des cours à l'école d'architecture parce que je vais apprendre telle et telle matière ». Je pense que ce serait bien de lier la question de l'écologie quasiment à tous les cours, en fait, parce que finalement, elle se retrouve dans tous les domaines. Ça, vous êtes beaucoup trop jeune pour le savoir, mais Georges Pompidou disait que, l'ancien président de la République disait que l'écologie est une chose trop sérieuse pour la laisser entre les mains des seuls écolos et qu'il faudrait précisément qu'elle diffuse. Pour l'instant, vous avez le sentiment qu'on vous apprend les concepts d'écologie, de transition et de développement durable seulement dans certains cours, c'est ça? Oui, c'est surtout, j'ai l'impression qu'on nous les évoque, mais qu'on ne les apprend pas forcément, justement. C'est peut-être ça le problème. Pour le coup, vous avez participé à ces rencontres. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de ces rencontres des écoles nationales d'architecture qui se préoccupent, j'allais dire, enfin de transition? J'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir avoir l'avis de plusieurs spécialistes sur le domaine et puis d'avoir comme ça un mélange aussi entre les étudiants, les professeurs, les chercheurs. C'est assez intéressant de voir justement le point de vue de chacun en fait sur cette question de l'écologie. Sauf que ça va peut-être pas assez vite à votre goût. Disons que c'est vrai que du coup, on a envie de voir aussi quels vont être les aboutissants de ces conversations qu'on a eues, de ces groupes de parole. L'architecture de demain, la ville de demain, l'habitat de demain, d'après vous, Alexia Rio, vous êtes en 3e année, ça va ressembler à quoi? C'est marrant que vous me posiez cette question parce que justement on a un cours sur la théorie qui s'intéresse à cette question de quelle sera l'architecture de demain. Et nous on a commencé à y répondre avec mes camarades en se posant la question du vernaculaire et de l'architecture en fait d'avant, de la question du matériau, savoir le retour justement à l'écologie, à un savoir-faire
et une mise en pratique d'un savoir-faire, d'un matériau dans un contexte assez précis aussi, et toute cette réflexion-là écologique finalement. Qu'est-ce qui, d'après vous, aujourd'hui, bloque encore, freine encore quelles sont les résistances aujourd'hui sociétales à la transition? Là, on n'est plus simplement sur l'architecture, bien sûr. Je dirais une ignorance, enfin de la réalité de l'impact en fait finalement, parce qu'on nous en parle énormément, mais la fonte des glaces, etc. Mais on ne le voit pas concrètement, on ne le voit pas vraiment, on n'arrive pas à se projeter. On se posait d'ailleurs la question pendant les groupes de parole de la question de l'échelle, finalement de l'échelle 1, de la maquette, du prototype, de voir l'impact que pouvait avoir le matériau sur l'environnement ou sur la temporalité d'un matériau. Et en architecture, du coup, c'est très important aussi, forcément, cette question de la temporalité, de la durabilité. Et concrètement, vous, dans votre vie au quotidien, vous êtes en transition. Par exemple, vous êtes adepte du zéro déchet, de l'agriculture bio, du bio et local. Ou est-ce que là aussi, ça reste encore un peu au stade du concept en se disant c'est un beau rêve? Honnêtement, c'est vrai qu'on fait attention à certaines choses automatiquement, comme le tri des déchets qu'on nous a toujours appris, que mes parents m'ont toujours inculqué. Après, tout ce qui est autour de ça, à part, moi j'habite dans une maison, donc j'ai la chance d'avoir accès par exemple à un potager, donc à des légumes, mais c'est vrai qu'on n'est pas porté à fond sur ça. Par contre, ce qui est marrant, c'est que donc, du coup, nous on est dans le quartier de Belleville, on est étudiant à Paris-Belleville, et du coup, il y a beaucoup de restaurants autour de nous qui sont sur cette question-là, en fait, du bio, tout simplement. Et du coup, on commence à le découvrir aussi dans la restauration, dans d'autres domaines que celui de l'architecture, bien sûr. Et votre vie d'architecte demain, vous la voyez comment? Ma quoi? Votre vie d'architecte demain. Ma vie d'architecte de demain. J'ai encore un peu de temps avant d'être architecte, mais c'est vrai que pour moi, ce sont des questions qui sont fondamentales. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, que j'ai voulu participer à ces conférences. Merci Alexia. Je vous en prie. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Pierre Léger, vous êtes enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine et vous vous inscrivez un peu en faux avec tout ce qu'on vient d'entendre et de dire ici autour de cette table. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous avez créé l'association À Pied d'œuvre. Oui, m'inscrire en faux, c'est-à-dire qu'il y a une autre manière de regarder les choses. L'architecte, c'est jamais qu'un intervenant parmi d'autres dans le cadre bâti. Et que c'est vrai que d'une certaine manière, pour les étudiants, ça ne correspond pas à leurs rêves. Et donc, ça, c'est pas, pardonnez-moi Pierre Léger, mais c'est pas propre à l'école d'architecture. On le sait bien, on a été nous aussi étudiants à un moment donné. Entre le rêve, on arrive en première année, et puis la réalité de terrain de la vie. Toujours été, nous on a constaté qu'un certain nombre d'étudiants partaient faire des missions humanitaires dans des pays du tiers-monde, de s'occuper d'une école en Afrique ou au Mexique, et des quantités de projets comme ça, plutôt en autoconstruction avec les gens locaux. Et cette chose-là n'avait aucun cadre, y compris en termes de valorisation de leurs acquis. Et ça a été effectivement l'origine de la création de cette association qui a pour but de trouver des étudiants volontaires à des ONG qui ont des programmes de construction, qui ont pour but de pouvoir monter des financements pour des étudiants qui sont prêts à partir, et surtout de les accompagner et de valoriser leur travail au niveau de l'école. Ça veut dire aussi que l'on retrouve là aussi, Pierre Léger, ce besoin de sens qui peut-être fait cruellement défaut à notre société d'aujourd'hui. Quand on parle de transition, un aspect évidemment à ne pas négliger, à ne pas oublier. Alors ça, je dirais, moi je m'intéresse aux risques anthropiques, entre autres, au sein de l'école. Ça veut dire quoi, les risques anthropiques? C'est tous les désastres que l'on se prépare en ayant mis des centaines de millions d'humains à des cotes quasiment proches du zéro, alors que les océans sont en train de monter, pour ne prendre que cet exemple. Enfin, il y en a des dizaines d'exemples. Et c'est vrai que la transition, elle ne va jamais assez vite, au regard des problèmes qui se posent. Madame Isabelle Phalippot-Robert du ministère de la Culture nous a dit 2-3 ans et on en sera sorti. De quoi? On sera installé dans le développement durable, dans le meilleur des mondes.
Hein, ben, certainement. Vous ne partagez pas tout à fait cet optimisme, visiblement. Non, mais c'est un travail colossal. C'est un travail colossal pour lequel tout le monde sait qu'on ne va pas à la vitesse à laquelle on devrait aller. Donc, toutes les opportunités qui permettent d'accélérer. Alors accélérer, ça peut être effectivement de poser le problème différemment, d'aller directement s'investir auprès des gens les plus déshérités. Enfin, ça peut être au jour le jour de se mettre en situation de faire une autre architecture que celle que peuvent attendre les majors de la construction. Trouver le terrain entouré de bâtisses en pierre. Pour une fois, il n'y avait pas de train qui passait juste là derrière. On y pensait depuis longtemps, on la voyait précisément. Un architecte de renom réaliserait notre maison. Une belle demeure rectangulaire et des murs blancs avec du lierre. Un toit d'ardoise à 4 pans, une jolie vue sur les grands champs. On s'est laissé impressionner, ces bagues au blazer et jeans foncés. Et de la même génération, à peine plus vieux, tout juste trentenaire. Dans un bureau très blanc, très clair, autour d'une table en forme de goutte, il se pencha sous la lumière. Asseyez-vous, je vous écoute. Acheter des magazines où l'on trouve de jolies cuisines avec dedans des top modèles, pelant les carottes en Chanel. Il avait l'air très concentré, écoutant nos explications. Pas un mot ne fut prononcé et pas la moindre réaction. Je lui ai même tendu un plan un peu grossier, j'étais gêné. Relevant les yeux sur nous doucement, il nous a dit je vois, ok. On s'est laissé impressionner, ces bagues au blazer et jeans foncés. Et de la même génération, à peine plus vieux, tout juste trentenaire. Dans un bureau très blanc, très clair, autour d'une table en forme de goutte, il se pencha sous la lumière. Asseyez-vous, je vous écoute. Il appela, début d'automne, impatient de nous dévoiler le projet le plus éloigné de la maison qu'on affectionne. Métal galvanisé sur une façade orangée et un patio avec un banc pour regarder passer le temps. Un belvédère et une passerelle pour aller faire des aquarelles. Et la fenêtre sur le ruisseau, je la verrais bien comme un hublot. Avec tout ça, vous allez voir, votre maison aura du style. Pour ne pas avoir l'air bizarre, il faudrait refaire toute la ville. On s'est laissé impressionner, ces bagues au blazer et jeans foncés. Et de la même génération, à peine plus vieux, tout juste trentenaire. Dans ce bureau trop blanc, trop clair, avec cette table en forme de goutte, quand il s'est mis sous la lumière, ça aurait dû nous mettre un doute. On continue ce débat aux rencontres de Nancy, où l'on parle d'architecture et de transition écologique en ce
vendredi 23 novembre. C'est parti pour 2 jours avec les 20 écoles d'architecture venues de toute la France. Philippe Villien, vous êtes, vous, architecte urbaniste, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, et vous êtes le pilote du réseau ENSA comme École nationale supérieure d'architecture ECO, le réseau ENSA ECO comme écologie. En réalité, vous n'êtes pas d'accord entre vous, au sein même de ce réseau, ni sur la définition de la transition, ni sur le métier d'architecte, ni sur les enjeux, et encore moins sur les solutions. Moi, je m'inscris complètement contre cette idée-là. On est tous en accord sur une chose très fondamentale, qui est qu'on doit urgemment, tout de suite, maintenant, commencer à lutter contre des effondrements, c'est-à-dire des collapses, des choses qui vont arriver suite aux crises qui nous menacent et qui sont maintenant assez avérées. Sauf que tout à l'heure, Loïc Daubas, un de vos collègues de l'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne, nous disait que il avait le sentiment d'être quand même très très marginal encore aujourd'hui en tant qu'enseignant dans les écoles d'architecture. Absolument. La plupart des écoles d'architecture en France se sont éloignées de la société. On enseigne, on fabrique des architectes, on les diplôme, bien, comment dire, d'une telle manière que quand ils sortent, ils sont complètement déphasés par rapport aux besoins sociétaux en place, par rapport aux aspirations, par rapport aux représentations du grand public français. Donc la conscience est loin d'être partagée aujourd'hui. La conscience de... La prise de conscience de la nécessaire transition. Ah ben ça, c'est pas une nouveauté. De toute façon, on peut emmener une civilisation entière dans le mur sans qu'elle réagisse, non ? C'est déjà arrivé dans l'histoire. Donc la question n'est pas de savoir, finalement, pour moi, si on a conscience de ce qui va nous arriver. C'est qu'à un moment donné, il faut que dans nos écoles, on arme nos étudiants pour ce qui va arriver quand on a un certain niveau de conscience, un certain niveau de culture, un certain niveau de connaissance. Et les choses sont assez clairement avérées pour le changement climatique, les choses sont clairement avérées pour les ressources finies telles que le pétrole. Donc il va falloir se passer de pétrole assez rapidement parce que son prix va être beaucoup trop cher. Il va falloir, in fine, savoir résister à des crises financières puis économiques. Comment expliquez-vous, Philippe Villien, que cette évolution, cette prise de conscience apparaisse de façon quasi soudaine et non pas de façon beaucoup plus progressive, avec une prise de conscience, une transition finalement qui se fasse de manière sereine et engagée depuis des années? Il y a peut-être déjà l'idée qu'on n'est pas du tout dans des progressions linéaires. Moi, de mon vivant, c'est-à-dire en gros quand même 60 ans, ça veut dire que j'ai vu pratiquement doubler le nombre de la population mondiale. Donc les choses sont quand même sont loin d'être soudaines, mais elles sont plutôt exponentielles, c'est-à-dire que les choses vont de plus en plus vite. La disparition des oiseaux, des choses aussi bêtes que le nombre d'insectes qui se collent sur les pare-brises, c'est des choses qu'on peut observer à l'échelle d'une vie humaine, c'est-à-dire même sur une décennie. Donc les choses vont de plus en plus vite en termes d'accélération des crises que j'ai soulignées. Donc l'adaptation de la formation des architectes à ces questions-là doit se faire aussi de plus en plus vite. Et malheureusement, là, on manque un peu de réactivité, de réaction, aussi bien de la part des étudiants que des enseignants. Parce qu'effectivement, vous avez souligné que la part de ceux qui commencent à non seulement avoir conscience, mais qui en plus commencent à mettre en œuvre une réaction, c'est-à-dire changer de contenu, changer de modalité, est extrêmement faible. On peut la situer, suivant les écoles, entre 5%, donc ça veut dire une personne sur 20, à une personne sur 4, dans le meilleur des cas. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Une séquence un peu particulière pour clore cette émission dédiée à l'architecture et la transition à l'occasion des rencontres du réseau ENSA ECO, ENSA comme École nationale supérieure d'architecture. Un temps de parole libre pour chacun des étudiantes et des étudiants qui veulent s'exprimer. On y va. Bonjour, je me présente, je m'appelle François, je viens de l'ENSA Paris-Belleville et à l'occasion de cette rencontre qui m'a été offerte par notre prof de théorie Philippe Villien, j'ai pris l'initiative du coup de rater des heures de cours pour pouvoir me déplacer et parler justement de cette transition écologique que j'entends énormément à travers les radios, à travers la télé et à travers tous les médias en général et que je n'arriverai pas à définir parce que c'est énorme la transition écologique. Nous, étudiants,
ça nous fait peur, mais en même temps, ça nous attire parce que c'est quand même quelque chose d'hyper important. C'est notre planète, il faut en prendre soin. On est concernés, nous étudiants, et je pense qu'on est un peu, pour le dire honnêtement, l'avenir. Et du coup, toute cette transition écologique, elle nous fait nous poser des questions de quoi il s'agit, de quoi il en retourne, quelles sont les démarches, par où il faut commencer, qu'est-ce qu'on doit atteindre. Et tout ça, ça reste un peu flou. Et en même temps, on a l'occasion, à travers le réseau ENSA-ECO, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir parler avec nos professeurs. Et je trouve ça formidable. Moi, c'est Carla Fidecaro, j'étudie en Suisse et je suis en Erasmus à Paris-Belleville. Et ce que je voudrais remarquer par rapport à ce rencontre organisée par le réseau ENSA-ECO, c'est qu'il n'y a pas assez de rapport avec les réglementations et les lois. Parce que ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas assez d'engagement de l'architecte dans la politique. Il n'y a pas assez de relations effectives avec la société. Parce que toutes ces rencontres, on les a fait, on a parlé, on a discuté, on a trouvé pas mal de choses intéressantes. Mais au final, c'est tous des choix que justement on peut choisir si faire ou pas faire pendant le cours d'un projet. C'est-à-dire qu'on est en train de discuter quelque chose sur un bâtiment, on décide de qu'est-ce qu'on fait, on décide les détails et tout ça, et on décide si on va suivre une démarche qui traite l'écologie et tout ça. Et le problème, c'est qu'en fait, en Europe, on a vraiment des lois, et il faudrait les respecter. Il faudrait qu'on s'adapte à tout ça, parce que c'est pas un choix. Et il faudrait faire attention à tout ça. Il y a des déclarations, il y a la déclaration de Davos de janvier 2018 qui dit qu'il faut mettre au centre de l'architecture la biodiversité urbaine, le bien-être de l'habitant, la culture et la nature et l'environnement. Donc c'est toutes ces conférences qu'on a faites, tous ces discours, toutes ces choses dont on a parlé sont sûrement très intéressants, mais pour moi ça reste tout très abstrait parce qu'on ne parle pas concrètement de qu'est-ce que la communauté européenne nous impose. Et la France a été sanctionnée plusieurs fois par rapport à ça. Moi, c'est Emilio Martinez et j'ai assisté aux rencontres pédagogiques ENSA-ECO. Et je voudrais insister sur le fait que c'est la rencontre d'un réseau pédagogique. C'est-à-dire qu'on aborde le problème de l'enseignement de la transition écologique, certes, mais en étant un enjeu éminemment urgent, actuel, de circonstances qui nous touchent, je pense, d'autant plus nous en tant qu'étudiants, jeune génération, où c'est des questions qui sont quand même portées depuis qu'on est jeune. C'est des questions qui permettent en fait d'aborder un problème beaucoup plus large au niveau de l'architecture, à mon sens, qui est celui du positionnement de l'architecte tel qu'il existe aujourd'hui dans la société, où il semble d'une certaine manière être profondément inadapté au monde qu'on lui prépare, c'est-à-dire qu'on continue de nous enseigner des typologies de projets comme du logement collectif ou du logement individuel, des grandes infrastructures dont aujourd'hui on a peut-être moins besoin. On a une quantité de bâti qui est, on pourrait le suggérer, suffisante à héberger pour l'instant l'humanité, du moins je parle du cas de la France et de l'Europe. Et c'est donc cette question qui est portée à travers l'enjeu de la transition écologique, d'un certain déphasage qui existe entre l'architecte et le monde dans lequel il est, et qui se ressent d'autant plus, à mon avis, dans l'enseignement, puisqu'on a aussi un espèce de décalage générationnel que j'ai évoqué, et qui fait qu'on se sent pas en accord avec le monde dans lequel on vit, et d'autant moins avec le monde dans lequel on vivra. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'être là pour en discuter. Moi, c'est Gabriella Scotto. Et depuis que je suis toute petite, on m'a appris que quand je me brossais les dents, il fallait que j'éteigne le robinet, que je devais prendre des douches et pas des bains. Et quand je suis arrivée en architecture, j'ai commencé mes études et personne ne m'a parlé d'écologie. On m'a appris l'architecture comme on a appris l'architecture depuis 20 ans. Et personne n'en parlait. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on me demande de changer ma manière de pratiquer l'architecture alors que je n'ai pas encore fini d'apprendre à la pratiquer d'une certaine manière. Du coup, c'était très, très perturbant. Enfin, c'est toujours très perturbant. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour essayer d'en discuter. Et un des trucs qui est le plus perturbant en architecture, c'est qu'on apprend à faire du projet, mais dans nos têtes, c'est virtuel.
on n'a pas conscience que ce qu'on est en train de dessiner, ça va avoir un impact sur le monde. Et quand on dessine un mur, en fait, c'est juste une ligne dans un logiciel. Et dans nos têtes, on ne voit pas vraiment ce mur dans un écosystème qui va avoir un impact sur plein de choses sur la planète. Et du coup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la manière dont on nous apprend l'architecture, c'est surtout des idées, c'est surtout des chiffres, c'est surtout des choses qui sont très loin de la réalité. Et ça ne nous aide pas du tout à relier en fait, ce qu'on voit tous les jours, ce qu'on sait sur l'état de la planète. Et finalement, du coup, ces choses sont tellement déconnectées qu'on n'arrive pas à faire le lien. Et on sait tous qu'il y a une urgence, mais on n'arrive pas à l'appliquer dans notre enseignement. Voilà pour ce reportage à l'École nationale supérieure d'architecture, à l'ENSA de Nancy, où se déroulaient les 23 et 24 novembre 2018 les deuxièmes rencontres nationales du réseau ENSA ECO. Avec Isabelle Phalippon-Robert, chef du bureau des enseignements au service de l'architecture du ministère de la Culture, Loïc Daubat, enseignant-chercheur à l'ENSA de Bretagne, Dimitri Toubanos, maître de conférences associé à l'ENSA Paris-Val de Seine et animateur du réseau ENSA ECO, Alexia Rio, étudiante à l'ENSA Paris-Belleville, Pierre Lézère, enseignant-chercheur à l'ENSA Paris-Val de Seine, Philippe Villien, architecte urbaniste, enseignant-chercheur à l'ENSA Paris-Belleville, et les étudiants en architecture François Chevalier, Carla Fidecaro, Emilio Martinez et Gabriela Scotto. Pour en savoir plus, rendez-vous sur blog.nancy.archi.fr/transition. Vous avez pu écouter dans l'ordre Les mots par le groupe La Rue Qu'est à nous, paru sur l'album En attendant les caravanes, sorti en 2000. I Am an Architect, un clip vidéo de la société iCap America, publié en 2013. Et enfin, L'Architecte par Camille Berger, sorti en clip vidéo en 2012. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.